Il y a quelques erreurs que chaque applicant, c'est-à-dire chaque demandeur de visa, devrait éviter. Par exemple, la toute première erreur, c'est de se dire que ces documents vont forcément parler à sa place. C'est-à-dire, il ne faut jamais vous dire que sans mes documents, je ne suis pas capable de prouver que je suis crédible. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous ne vous êtes pas préparé, vous vous êtes dit, de toute façon, dès qu'il me pose une question, je prends le document, je lui remets. Le document va parler de par lui-même. Non, c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Je ne vous dis pas que les documents ne sont pas importants. Au contraire, les documents sont importants. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que les documents ne devraient pas être le seul moyen pour vous de montrer que vous êtes crédible, qu'on peut croire en vous, que vous pouvez convaincre. Parce qu'il pourrait arriver que vous tombiez sur un officier consulaire qui a beaucoup de travail et l'officier consulaire, par exemple, va négliger la documentation et il va se concentrer sur votre face-à-face, votre interview. C'est-à-dire, il va se concentrer sur ton facial expression, ton expression faciale, ta gestuelle, pour voir un peu si tu peux être crédible, si tu peux le convaincre, pour voir les réponses qui vont sortir de ta bouche. Donc, c'est pour cela qu'il faut non seulement avoir des documents, mais aussi maximiser sur ton entraînement. Il faut que tu t'entraînes. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, comme je vous le dis souvent dans certaines vidéos. Bien avant que vous ne veniez à l'interview, l'officier consulaire se dit déjà que vous venez pour chercher à lui mentir. Maintenant, c'est à vous de prouver que vous êtes crédible. Lui, dans sa tête, il se dit, tout demandeur de visa, c'est un potentiel immigrant aux États-Unis. C'est-à-dire toutes les personnes qui viennent demander le visa, que ce soit un visa touriste ou un visa étudiant, pour lui, ces personnes-là viennent déjà pour rester. Maintenant, c'est à toi, c'est ta façon de t'exprimer qui pourra le convaincre, qui pourra faire en sorte qu'on se dise « Ah non, il a quand même des liens forts au pays, il a des responsabilités ici. » Alors, l'autre raison, c'est de répondre par un seul mot. Lorsqu'on vous pose une question, je vous assure, ne le faites vraiment pas la réponse en un seul mot. C'est-à-dire, on vous pose la question de savoir là où vous allez, ce que vous venez faire aux États-Unis, et vous le dites, du tourisme, vous vous taisez. Je vais pour un business, vous vous taisez. Je vais pour rendre visite à ma soeur, vous vous taisez. C'est-à-dire, pour vous, vous voulez que l'interview se fasse étape par étape. Vous voulez qu'il vous pose la question de savoir vous allez où exactement, c'est dans quelle ville, le séjour, c'est pour combien de temps. Alors que ce sont des choses que vous auriez pu inclure dans votre phrase pour faire une phrase complète qui a plus d'informations que si vous avez seulement donné un seul mot. Parce que si vous lui dites, je vais aux États-Unis pour visiter mon frère, il le sait, puisque tu as mentionné cela dans le document en ligne. Sauf que la seule chose qu'il ne sait pas, c'est que ton séjour, c'est pour, par exemple, il ne sait pas exactement ce que tu comptes aller faire avec ton frère. Qu'est-ce que vous avez programmé? Est-ce que vous avez prévu visiter des endroits, par exemple, si tu es à New York, Central Park, Statue of Liberty, qu'est-ce que vous allez visiter? Donc, c'est à toi de lui apporter ces petites informations-là. Par exemple, je prends un autre cas, il te demande ce que tu fais dans la vie et toi tu dis non, je fais des affaires. Si tu lui dis vulgairement que tu fais des affaires, il ne sait pas de quel genre d'affaires, il ne sait pas si ce que tu fais lui t'apporte de l'argent, au point où tu peux prendre l'initiative d'aller passer par exemple les vacances aux États-Unis. C'est à toi de ressortir tes points forts à ce moment-là. Ne réponds pas par un seul mot, mais fais une bonne phrase où tu vas inclure les éléments qui pourront te sauver. Donc, c'est un peu cela. Et l'autre erreur, c'est de partir en retard. C'est-à-dire, vous allez à votre interview, vous avez votre interview à 9 h et ce n'est qu'à 8 h 30 que vous vous réveillez. C'est une aberration, c'est une faute grave.
Parce que je conseille toujours aux gens d'aller à l'ambassade très tôt. Moi, cela ne me dérangerait pas, hein, lorsque je passe une interview quelque part, cela ne me dérangerait pas d'aller même attendre sur place 2 heures. Je préfère attendre 2 heures sur place au lieu d'être dans les embouteillages. Surtout que chacun d'entre nous connaît son pays, chacun d'entre nous connaît là où il reste. Alors, entre là où tu restes et l'ambassade, est-ce qu'il y a souvent des embouteillages à l'heure de ton interview? Si oui, alors prends l'initiative d'aller 2 heures avant. Réveille-toi tôt, lave-toi, apprête tes documents et va 2 heures avant. Comme ça, s'il y a des embouteillages, ces embouteillages vont te ralentir peut-être pendant 1 heure ou 45 minutes. Et lorsque tu arrives à l'ambassade, tu as encore assez de temps pour passer les contrôles. Et puis, lorsque tu vas t'asseoir, tu vas respirer et tu vas te concentrer. Il est anormal que lorsque tu arrives, imagine tu arrives, ton interview à 9h30 et tu as pu passer les contrôles jusqu'à 9h29. C'est-à-dire, lorsque tu arrives, tu n'as pas le temps de t'asseoir et ce n'est pas bien. Tu ne t'es pas concentré. Lorsque tu vas aller à la fenêtre, tu vas commencer à dire du n'importe quoi. Donc, prenez votre temps, entraînez-vous toujours et toujours.